Grâce à la démarche scientifique, nous sommes devenus capables d'acquérir des connaissances objectives sur le monde, ce qui est en soi une prouesse. Mais pour autant, la science ne peut pas tout, contrairement à ce qu'avaient espéré les scientistes radicaux, les rationalistes extrêmes comme les appelle Einstein. Ceux-là pensaient que la science pourrait répondre à l'ensemble des questions que nous nous posons, y compris à celles que nous qualifions de métaphysiques. Au bout du compte, elle parviendrait à expliquer non seulement l'univers physique, mais aussi la vie et la conscience dans tous leurs aspects, nous prescrivant ainsi ce qui est bon ou mauvais. Philanthropes souvent zélés, fascinés par les succès de la science, ils avaient su trouver des accents lyriques pour annoncer que leur nouvelle déesse finirait par apporter une heureuse réponse à toutes les interrogations qui nous tourmentent et éclairerait ainsi nos vies dans leur ensemble. Par leur entremise, l'esprit scientifique attira sur lui le préjugé d'une compétence universelle. 70 ans plus tard, un tel optimisme se fait plus rare, même si, régulièrement, des physiciens aux allures de cadres supérieurs de chez Méphistophélès affirment qu'ils sont en passe d'encapsuler le monde dans leur grosse cervelle. Étienne Klein, Allons-nous liquider la science, 2013. L'extrait qui nous est proposé a été écrit par Étienne Klein et traite de l'évolution de la science. Le point de vue exposé bénéficie ainsi d'un certain crédit a priori. Un scientifique, et pas des moindres, parle de la science. Étienne Klein est en effet un physicien reconnu, qui a été à l'École centrale de Paris, qui travaille au Centre à l'énergie atomique et qui est connu aussi pour sa vulgarisation des théories les plus poussées et les plus contemporaines de la physique, notamment sur des chaînes de radio comme France Inter et France Culture. Dans cet extrait d'un essai récent, Étienne Klein distingue deux moments de la pensée scientifique, celle des années 40 et celle d'aujourd'hui. Selon lui, si une part de la science des années 40 avait les traits d'une nouvelle religion, il n'en irait pas de même aujourd'hui. La science aurait ainsi globalement des objectifs plus humbles. Ces propos éclairent le titre de l'essai de manière intéressante. En effet, allons-nous liquider la science implique qu'on pourrait répondre positivement à la question de la suppression totale de la science dans notre champ, dans ce du monde qui nous entoure. Évidemment, le contenu du texte, et nous pensons l'ensemble de l'essai, est en contraste avec ce titre qui se veut polémique, puisque Étienne Klein ne peut mettre en question la science sans avoir pour idée de la supprimer totalement. La problématique que nous avons choisi de traiter est la suivante. La vision que donne Étienne Klein de l'évolution de la science dans cet extrait est-elle incontestable ? Pour essayer de répondre à cette question, nous allons organiser notre commentaire selon deux parties, notre réflexion selon deux parties. La première consacrée à la science d'hier, la seconde consacrée à la science d'aujourd'hui, reprenant ainsi la bipartition que Étienne Klein pratique lui-même au sein de son texte pour poser un regard sur la science. Dans une première partie, donc, nous allons aborder la science d'hier. Nous allons d'abord nous attacher aux propos d'Étienne Klein et ensuite voir jusqu'à quel point on peut les discuter. Selon Étienne Klein d'abord. Étienne Klein parle de la science qui aurait été déifiée. Il emploie les termes de nouvelle déesse pour parler de la science. Et il le dit pour la période qui correspond à il y a 70 ans, puisque pour parler de la science d'aujourd'hui, il dira 70 ans plus tard. Il renvoie à la science des années 40, puisque l'essai date de 2013. Il parle de scientistes radicaux et de rationalistes extrêmes, tout en disant qu'ils ont une nouvelle déesse, la science, ce qui semble à première vue antithétique. En effet, le paradigme scientifique s'est construit dos à dos avec le paradigme religieux, et s'est voulu plus objectif, puisque dépouillé des croyances. C'est par exemple ce qu'on peut mettre en relation avec la démonstration de Popper, Karl Popper, qui explique que la science remet sans cesse en question les résultats qui sont les siens,
là où les religions, et ce qui est du domaine de la croyance, instrumentalisent tout pour prouver qu'elle a raison dans ce qu'elle a affirmé et qui est en fait, qui peut être en fait considéré comme une croyance. Comment comprendre donc qu'un rationalisme extrême puisse conduire à une nouvelle religion? Pour comprendre ça, il nous faut des exemples pragmatiques, et les exemples qui nous viennent à l'esprit sont ceux de Semmelweis et de Carrel. Prenons celui de Semmelweis. Semmelweis est un médecin viennois qui s'était rendu compte que le taux de qui avait cherché des solutions au taux de mortalité extrêmement élevé chez les femmes qui donnaient la vie. Et il s'était rendu compte, avant que l'hygiène soit si répandue, que le fait de se laver les mains limitait le taux de fièvre puerpérale, c'est-à-dire de fièvre contractée après avoir donné la vie, par les jeunes femmes qui avaient enfanté. Or, alors que ce principe semble aller de soi maintenant, il s'était fait mettre à l'écart à l'hôpital de Vienne, parce que, stigmatisé qu'il était par ses collègues, qui voyaient dans le fait de se laver les mains un lien avec les ablutions qu'il pouvait y avoir dans différentes religions. Et il avait été mis à l'écart pour quelque chose qui semble relever de l'hygiène la plus évidente. Donc, il y aurait une forme d'inquisition ici dans la médecine qui, se faisant une idée de ce que doit et ne doit pas être la médecine, le dogme médical, aurait des attitudes de grand inquisiteur à l'égard de certains qui auraient des pratiques qui rappelleraient des souvenirs du paradigme religieux. Donc, on a envie de dire, oui, à l'époque, donc les années 80 pour Semmelweis, à la fin du 19e siècle, à l'époque où la science se met en place, c'est aussi l'époque où elle se dogmatise et où une inquisition pour tout ce qui s'écarte du dogme est créée, ce qui permet d'illustrer le point de vue d'Étienne Klein, selon lequel c'est parce qu'il y a des scientistes radicaux qu'il y a aussi érection de la science en religion, alors même que ça semble antithétique. Le cas de Carrel étant assez similaire, nous pourrons l'évoquer ultérieurement. Cette religion, qui a aussi des idoles, on pourrait penser à Pasteur ou à Darwin, qui ont été comme canonisés par la génération suivante, peut faire penser aussi à ce qu'expose Étienne Klein dans ce texte. Cependant, et c'est ce qui fera l'objet de notre grand B, ici, ce qui pourrait être opposé à notre démonstration, c'est qu'on n'est pas dans la datation que donne Étienne Klein lui-même. Étienne Klein parlant des années 1940 et Semmelweis, donc l'inquisition scientifique, datant plutôt, comme nous l'avons dit, de la fin du 19e siècle, et donc étant de 50 ans antérieur à ce que dit Étienne Klein. Est-ce à dire que Étienne Klein parlerait en fait d'une partie de la science, et qu'il emploierait science, finalement nous n'avons qu'un extrait de son essai, et que en fait il parlerait des sciences physiques, qui est son domaine, et pas de la médecine que nous avons citée. Il y aurait peut-être les mêmes grands mécanismes, mais il ne serait pas à la même temporalité selon les domaines. Ainsi, on pourrait penser qu'il parle de la physique quantique, et en ce sens, il pourrait parler des physiciens qui, forts de leur découverte sur l'infiniment petit, auraient essayé de percevoir au niveau de la conception même de l'homme ce que pouvait donner une vision de l'homme, non plus comme séparé, mais comme en vibration permanente avec ce qui l'entoure et dont il n'est pas séparé, ce qui renverrait à certaines spiritualités, voire religions. Nous pensons à l'hindouisme ou à d'autres formes qui parlent de non-séparation, notamment de Maya dans l'hindouisme. Alors, qu'en est-il pour ce que dit Étienne Klein d'aujourd'hui ? Nous allons aborder ici les deux points que soulève Étienne Klein. Il parle d'abord d'une science moins optimiste et il parle aussi d'un reliquat de scientisme à travers son expression ironique stigmatisant les cadres supérieurs de chez Méphistophélès. Commençons par l'optimisme qui aurait baissé dans le champ scientifique. Celui-ci semble être facilement illustrable, et nous pensons par exemple à la médecine et aux grands espoirs qu'elle a pu faire naître à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec des vaccins qui ont endigué certaines épidémies, voire éradiqué certaines maladies.
mais qui sont interrogées aujourd'hui, puisqu'on se demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre les déficiences immunitaires et l'injection systématique, les vaccinations systématiques. Ainsi, le monde médical aurait-il perdu de sa superbe, puisque à une époque, il pouvait laisser croire qu'on serait dans un monde où la maladie n'existerait plus, et que maintenant, plusieurs décennies plus tard, on se rend compte que les microbes ont développé des résistances aux antibiotiques, que certains virus ont vu le jour, et que la vaccination peut avoir des effets secondaires. Cependant, ce qui nous conduirait à nuancer ce propos, c'est l'existence de la zététique. Les zététiciens, sans être des cadres supérieurs de chez Méphistophélès, semblent bien correspondre à ce que présentait Étienne Klein pour le scientisme qu'il renvoie, lui, à des époques passées, alors que la zététique est une discipline relativement récente, puisqu'elle date des années 90. On peut parler de scientisme radical, pour reprendre l'expression de Klein, pour parler de zététique, car la zététique veut donner la preuve de l'explication scientifique de ce que certains présentent comme inexplicable. Et en fait, ils partent de l'a priori que la science peut tout, et donc on est dans la science déesse telle que l'a décrite là. Alors, si les zététiciens ne sont pas les cadres supérieurs de chez Méphistophélès, qui incarnent qui sont ces personnes que stigmatise Étienne Klein? Évidemment, on pourrait se demander si... évidemment, on pense en premier lieu au transhumanisme, puisqu'il y a quelque chose du pacte de Faust, Méphistophélès étant le démon avec lequel Faust fait son pacte c'est son célèbre pacte dans la pièce de Goethe. Et on peut se demander si les hommes ne perdent pas leur âme en faisant un pacte avec les transhumanistes qui serait d'abolir la mort et d'abolir la souffrance, considérant ainsi qu'il n'y a pas de sens autre que dans la vie terrestre dénuée de ce qui la rend désagréable. Ainsi, on peut se demander si il stigmatise ici l'hubris transhumaniste, mais pourtant, il parle de physicien, alors que le transhumanisme nous semble un champ beaucoup plus fluctuant, puisque c'est Google qui finance la Singularity University, qui regroupe des scientifiques de tous bords. Pour conclure, nous dirons que globalement, oui, le constat qu'une science passée était triomphante et que la science d'aujourd'hui est plus humble est globalement cautionné par les exemples que nous avons pu donner. Cependant, dès que l'on aborde les champs disciplinaires dans leur spécificité, on se rend compte que chacun vit ces phases dialectiques de hubris, humilité, mais sans doute pas exactement aux mêmes périodes ou aux mêmes époques selon le champ qui est étudié. En tout cas, le texte nous permet de tracer de grandes lignes dans le champ de la science, et son analyse plus précise, d'en distinguer les spécificités.